Je vais répondre à la question de Loïc qui était sa playlist. Moi, je te conseille la bande originale de Risky Business. Pour ceux qui connaissent peut-être, c'est un mec qui fait un certain type de business qui correspondra bien à Loïc. Voilà. Et donc, nous allons passer au dernier pitch de notre soirée avec Bruno, ici présent. Voilà, Bruno qui est déjà prêt, qui a déjà un peu plus l'habitude de pitcher en public. C'est ce qu'il me disait avant, c'est son métier et tout, il va vous expliquer ce qu'il fait exactement. Ça, t'es prêt Bruno? Je suis prêt, Micro, sans micro, avec les mains, sans les mains Avec les mains, je vais essayer sans micro, si ça suffit pas, je prendrai le micro. Ok, super, donc je vais me remettre de côté le bras tendu avec le micro, vous pouvez l'applaudir aussi. Hein. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter, déjà merci Lionel pour m'avoir proposé l'opportunité de vous présenter le métier de conférencier. Moi je suis conférencier en développement personnel, professionnel et spirituel. Je vais expliquer en deuxième partie à quoi ça correspond et qu'est-ce que je fais. Mais d'abord un conférencier, qu'est-ce que c'est? Avant d'y venir, je vais quand même me présenter, je m'appelle Bruno, j'ai 25 ans, j'ai plusieurs casquettes dont une casquette de conférencier. Je suis entrepreneur, comme une grosse partie d'entre vous ici. J'ai une société, une boutique en ligne. À côté de ça, je suis étudiant en psychologie et puis je fais des conférences en développement personnel à mon temps perdu. Donc conférencier, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai été curieux déjà de voir la définition brute et stricte, de voir ce qu'est un conférencier. Et puis je suis tombé sur une belle mallette noire, robuste, porte-document. Mais finalement, c'était pas ça, j'ai dû chercher en profondeur, faire quelques recherches pour vous définir finalement quelques mots, le métier de conférencier. Bien que je le fais très régulièrement, je ne savais pas comment le définir parce que finalement, un conférencier, pour se définir, c'est quelqu'un qui va parler devant un groupe de personnes, devant un public, c'est quelqu'un qui va faire des conférences ou des séminaires. La différence entre une conférence et un séminaire, c'est juste le nombre de jours que cela va durer. Une conférence, c'est quelques heures jusqu'à une journée. Un séminaire, c'est plus sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Donc finalement, un conférencier, c'est un orateur qui va parler devant des gens. Donc c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que Loïc a très bien fait, pareil pour Aline. Il y a 2 types de conférences. C'est bien de savoir qu'on peut différencier 2 types de conférences. Moi, j'appelle les conférences traditionnelles, les conférences comme je fais, comme on a fait là ce soir, c'est-à-dire je parle, vous écoutez, vous êtes spectateur un peu de ce qui se passe. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez ne pas prendre des notes, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous êtes libre aussi de l'appliquer. Comme il a très bien montré l'exemple avec son allumette, vous avez les infos, vous avez appris des choses, vous êtes libre de les appliquer ou de laisser passer cette allumette et cette flamme qui s'en ira pour toujours malheureusement. Parce que quand on apprend quelque chose, soit on l'applique tout de suite, soit on l'oublie, et ça c'est qu'a très bien démontré. Je reviens sur ton exemple parce que j'ai adoré ton exemple, je pense que je vais le faire la prochaine fois. Premier type de conférence, c'est vraiment traditionnel, on est là pour partager une information, partager un savoir. Je ne vais pas rester bloqué là-dessus parce que vous savez tous à peu près à quoi ça correspond, mais je vais parler de deuxième type que j'ai plus tendance à faire, qui est, j'appelle ça dynamique. Alors il n'y a pas de terme très précis, j'appelle ça personnellement dynamique parce que c'est quelque chose qui sera sous un processus ludique. Alors processus ludique pour moi c'est, vous allez apprendre quelque chose et tout de suite, pendant la conférence, pendant le séminaire, vous allez le mettre en application. Si par exemple je vous apprends une technique de vente, je vais vous demander tout de suite de faire ça avec un voisin que vous ne connaissez pas ou d'apprendre des choses sur vous-même et de le mettre en application et d'essayer d'affronter, de mettre tout de suite en application. Ça peut être par exemple les conférences américaines. Est-ce que vous connaissez des conférenciers reconnus dans leur domaine? Oui. Très bien. Un autre? Tony Robbins, excellent. Voilà, vous en connaissez quelques-uns, effectivement, ils ont la musique à fond, ils vous font bouger, ils vous font danser, et ça c'est extraordinaire parce qu'en plus de laisser une empreinte, un ancrage où il y aura de la danse qui va un peu surprendre, qui va être différente d'habitude, ça va vous permettre de vous rappeler aussi plus facilement de tout ce qui s'est passé lors d'une conférence. Donc pour moi, c'est ça une conférence dynamique, c'est quelque chose qu'on a travaillé directement et qu'on ancre des choses, par exemple en PNL aussi, pour qu'on puisse le garder sur une plus longue durée. Moi, je suis conférencier en développement personnel, professionnel et spirituel, c'est-à-dire que je vais directement agir sur la personne. Tout type de conférencier. Moi, c'est ces domaines-là que j'ai choisis suite à des histoires personnelles que je n'ai pas forcément le temps de vous raconter ce soir. Mais ça veut dire que je vais travailler sur chacun. Pour reprendre les méthodes que j'utilise assez régulièrement lorsque je fais une conférence, premièrement, c'est de casser les peurs. Si on n'est pas capable de casser les croyances limitantes, de casser ses peurs, on sera incapable d'avoir la vie que l'on souhaite avoir. Une fois que ces peurs sont cassées, une fois que vous n'avez plus peur de rien, finalement, vous n'avez plus peur de l'inconnu, parce qu'il y a des peurs qui sont irréelles. 98% de nos peurs sont finalement irréelles. Plein de choses qu'on a peur. On a peur d'une araignée, alors que l'araignée, elle ne va jamais nous manger. On a peur de
de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a peur d'aborder quelqu'un, alors que cette personne, c'est une richesse, ça peut nous apprendre beaucoup de choses, nous permettre de devenir une meilleure personne et puis aussi de se rassurer. Parce qu'aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, finalement, ça booste aussi l'estime qu'on a pour soi. Et l'estime est directement reliée au mental, qui va nous permettre aussi d'éviter la dépression et de pouvoir entreprendre des choses beaucoup plus bénéfiques pour soi-même. Donc ça, c'est le développement personnel. On va travailler sur soi, on va casser ses peurs. La deuxième étape, ça va être de rebooster cette confiance en soi, parce qu'avant n'importe quel projet, dans n'importe quel domaine de votre vie, il vous faut confiance, il faut avoir confiance en soi. Si vous voulez créer une société et que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne créerez déjà jamais cette société. Vous voulez souhaiter aborder une belle personne qui vous plaît dans la rue, si vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'avez pas cassé ses peurs, vous ne pourrez jamais aller discuter avec cette personne, essayer d'aborder cette personne. Et si malheureusement vous n'avez pas tout ça, votre vie se réduit un peu au choix aussi des autres. Une fois que vous avez confiance en vous, une fois que vous n'avez plus peur, est-ce que quelqu'un est capable de déterminer quelle sera la prochaine étape? Accomplir ses rêves. Tu as dit quoi toi? Accomplir ses rêves. C'est ça. Une fois qu'on n'a plus peur, une fois qu'on a confiance en soi, quelle est la dernière barrière pour accomplir ses rêves? Effectivement, c'est les deux premières étapes, soi-même. Finalement, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui nous empêche finalement ensuite d'accomplir ces rêves? Et c'est sur ça que je travaille. Je travaille sur ces trois étapes. D'abord, je casse, je fais confiance, et une fois qu'on a confiance, on essaie de trouver sa mission de vie. Alors, tu posais la question, comment trouver sa mission de vie? Il y a beaucoup de voyages d'introspection, il y a beaucoup de travail interne qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses qui te permettent finalement, Eric, de trouver ta mission de vie. Ta mission de vie, ça peut être par exemple, pour regarder une vidéo, regarder un film, il y a une partie dans ce film-là qui va vous faire vibrer, peut-être qui va vous donner de larmes à l'œil. Peut-être, c'est une autre question qui pourrait vous aider pour trouver votre mission de vie, c'est si par exemple, vous étiez milliardaire, que l'argent n'était plus du tout un problème, que l'argent serait sans importance, qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Quelle journée passerez-vous si l'argent n'était qu'un détail? L'argent serait inutile. Vous serez peut-être en train d'aider les gens, vous serez peut-être en train de partager avec des personnes, vous serez peut-être en train de... Ouais, en général, ce qui revient plus souvent, c'est quand même d'aider les gens. Mais voilà, c'est vraiment se recentrer, une fois qu'on a fait tomber toutes ces barrières, c'est de se recentrer sur soi-même et c'est de couper aussi un terme à toutes les relations toxiques qui y a autour de nous. Parce que vous savez très bien que nous sommes la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous, que si nos amis... Si nous sommes dans cette situation, c'est aussi parce que nos amis nous tirent vers cette situation. Si, par exemple, Loïc, s'il a envie d'être millionnaire, il va s'entourer de personnes millionnaires pour essayer de se tirer vers le haut et avoir tous les conseils aussi pour l'être. Les relations toxiques, c'est très important parce que c'est ce qui va déterminer aussi qui vous allez être, ce qui vous êtes maintenant, mais aussi qui vous allez être. Donc prenez des décisions aussi pour mettre un terme à toutes les personnes qui vous tirent vers le bas, aux personnes qui vous empêchent finalement de révéler le potentiel que vous avez en vous. Et donc les méthodes que j'utilise, parce que les conférences, je les fais aussi tout seul. Les méthodes que j'utilise, ça va être la sophrologie. Il y aura aussi beaucoup de musique pour essayer de recentrer la personne. Il y aura beaucoup d'ancrage, beaucoup de PNL, d'hypnose PNL. Et donc toutes ces méthodes-là vont permettre de se retrouver intérieurement, de retrouver ce pourquoi on est là finalement sur cette terre, quelle mission, quel partage devons-nous donner au monde qui nous entoure. Et voilà, c'est tout simplement ça, le métier de conférencier en développement personnel, c'est se retrouver, aider les gens à se retrouver eux-mêmes. Et la différence, parce que tu m'as parlé du coach de vie, la différence avec coach de vie, c'est que conférencier, ce sera devant un public avec des méthodes bien définies, comme la PNL, comme les ancrages, et contrairement au coach de vie qui va être plus dans l'accompagnement, comme Aline qui est musicothérapeute, ça sera plus dans l'accompagnement de la personne, essayer de comprendre, essayer de voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en conférence, ce sera des termes généraux, de certains déclics, certains types de phrases, en fonction que ce soit auditif, visuel ou kinesthésique. Chacun aura un petit déclic sur une phrase qui va vibrer en lui, qui va permettre de comprendre ce qui ne va pas pour le changer ensuite lui-même. Voilà, je pense que j'ai détaillé le métier de conférencier. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Merci. Il y a une question? Non, je regarde si les gens ont des questions. Ah, il y a une question là-bas. Quels sont les thèmes que vous abordez en fait, les titres, plusieurs titres juste, voilà. Que moi j'aborde. Vous êtes expert ou... Ouais. Alors là où je suis vraiment expert, c'est dans tout ce qui est affronter les peurs, surpasser les peurs. Ce que j'adore faire, c'est finir par pour vraiment être sévère, c'est finir par un test. Je commence la journée, finir par un test. Par exemple, je commence la journée de 10h à 20h, c'est à peu près la durée de mes conférences, pendant 10 heures. Je vais commencer par faire des choses basiques pour essayer d'affronter les peurs. Ensuite, ça va être par exemple, chacun se regarde en silence autour de soi. Ensuite, ça peut être quelqu'un va danser, on aura tous faire la même danse. C'est juste pour voir à quel point la personne n'a plus peur et casse ses barrières. Et ensuite, ça peut finir par mettre un tapis de verre cassé de bouteilles. Et puis la personne doit marcher dessus ou sur des braises. Et ça, c'est juste pour voir jusqu'à quel point nos peurs sont vraiment irréalistes et irrationnelles
voir l'impact que ça peut avoir. Donc sur les peurs, j'ai été formé, surformé, et aussi sur la confiance en soi. Beaucoup de méthodes sont impliquées, méthodes et techniques pour développer cette confiance en soi rapidement. La motivation, et sur tout ce qui est autour de la mission de vie, sur le côté spirituel, comment se retrouver et qu'est-ce que je peux faire pour finalement améliorer les personnes qui sont autour de moi. Oui. Dans ce que tu proposes, c'est un petit peu, ce que je comprends, c'est que si c'est fait en groupe ou c'est sous forme de conférence, Oui. c'est-à-dire que tu vas vraiment t'adresser à un public qui aura chacun a ses propres peurs, ses propres blocages, ses propres limites. Donc comment Alors, pour la peur, le cerveau raisonne de la même façon. Cette peur, elle sera toujours là, on ne pourra jamais l'effacer. On sait tous que nos peurs sont toujours là, et à moins d'avoir une vision cérébrale dans cette partie de l'hémisphère du cerveau, partie gauche, on aura toujours cette peur. Mais ce sera d'apprendre comment, peu importe les peurs, comment franchir, pour moi la peur c'est un nuage, comment franchir ce nuage pour ensuite se rendre compte que ce nuage finalement il était ridicule, il n'y a aucune raison d'être présent. Donc chacun est capable de faire ça ensuite avec ses propres peurs. À tous, par exemple, peur de parler à quelqu'un. C'est là, je vous demande tout de suite de vous regarder tous, peut-être peur de le faire, mais une fois que vous l'aurez fait, après vous allez vous rendre compte que finalement c'était ridicule d'avoir peur de regarder quelqu'un ou d'aborder quelqu'un. Une peur fonctionne pareil, toutes les peurs fonctionnent de la même façon. C'est juste en s'entraînant à faire surpasser quelques peurs, on prend la méthode pour surpasser nos propres peurs. C'est des méthodes vraiment générales qu'ensuite on puisse appliquer chacun à soi. Après, il y a des peurs rationnelles. Sauter dans le vide sur une falaise de 5 mètres ou 20 mètres, oui, on va éviter de le faire. Il y a des peurs qui seront toujours rationnelles. Mais avant, plus de 90% des peurs qui sont vraiment irrationnelles, et ça, il faut apprendre à les affronter. Oui. C'est pas compliqué de se lancer comme ça en étant jeune conférencier? J'ai commencé d'abord par les conférences en développement professionnel parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de parler avec des textes précis, où ça va être plutôt une conférence traditionnelle où je vais transmettre un message ou des infos, des techniques de vente et que les gens pourront appliquer. J'ai commencé comme ça, ça fait 4 ans et demi que je fais ça, donc effectivement venir ensuite dans le personnel et mettre de nouvelles méthodes, c'était beaucoup moins compliqué. Et c'est vrai que venir comme ça, faire une conférence, c'est pas forcément facile. La ligne, c'était sa première, et ça en est très bien sorti aussi. Il faut juste oser en fait. Comme tu l'as dit, il faut passer à l'action, et sinon ça sert à rien d'apprendre plein de choses. D'autres questions? Bon, est-ce que tu peux nous expliquer comment supprimer les croyances limitantes? Ah, oh, ça prend que 3 heures sur ma formation. Ah. Mais pas un petit truc, non? Non, ça va être avec le travail, avec les entraînements, parce que je confronte à chaque fois. Ce que j'aime bien, j'adore faire, c'est, par exemple, tu es assis à côté peut-être que tu connais la personne à côté de toi, et là, tout de suite, j'ai demandé de faire un exercice avec quelqu'un que tu connais pas. Et en fait, à chaque fois, ça casse des croyances, tu apprends des nouvelles choses de ce que lui croit, ce que toi tu crois, et puis vous vous rendez compte que finalement, ça n'a aucun intérêt d'être là. Ou par exemple, tu as appris des choses. Je sais que moi, mes parents étaient pauvres, et ils me disaient tout le temps petit, parce que les croyances limitantes, il y a surtout des parents et de l'éducation et de l'environnement qu'on a eu. Ils disaient tout le temps, on mange des pâtes parce que c'est bon pour la santé, et du coup, on se retrouve à manger 3, 4, 5 fois par semaine des pâtes. Et moi, je comprenais pas, ils me disaient, ouais, ça te remet en bonne santé et tout, tu fais beaucoup de sport, ça va être bien. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'on mangeait des pâtes parce qu'on était pauvres, et que ces pâtes-là, en fait, ils nous permettaient juste d'arrondir mieux les fins de mois, quoi. Alors c'est des croyances pourtant inutiles, quoi, ou la peur de l'étranger qui va te faire du mal, alors que n'importe qui autour de toi peut te faire du mal autant qu'un étranger. C'est une richesse. Un étranger est une richesse. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on aborde, il a un vécu, une histoire magnifique qui peut t'inspirer, te faire un déclic. Donc finalement, la croyance, c'est juste en discutant autour de toi et t'en rendant compte de ce qui ne va pas. Tu peux... Pas de réelle technique. Moi j'ai une petite question. Oui. Ouais, vas-y, question. En France, on n'est pas le pays le plus spirituel du monde. Moi, je suis très à l'aise avec ce terme, il n'y a pas de problème, mais t'as pas peur d'être un peu catégorisé gourou en t'affichant comme ça? Pas du tout. C'est vrai que la France n'est pas très développée par rapport au Canada et Amérique. Pour moi, la spiritualité, pour résumer, la spiritualité, c'est juste trouver une valeur qui est beaucoup plus grande que nous. C'est mettre de côté un peu son ego et ses envies personnelles, par exemple d'avoir de l'argent, mettre ça de côté pour trouver une vision qui puisse aider les autres. Pour moi, c'est la spiritualité, la base de la spiritualité, c'est aider les autres et penser aux autres avant de penser à soi-même. Bien sûr, on ne pourra pas penser aux autres si on n'est pas bien nous-mêmes. Pour moi, c'est la spiritualité. Mais tu as besoin de combattre ce cliché-là souvent avec des Français, dans ton travail ou pas? Non, les gens qui viennent à mes conférences me suivent depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, donc j'ai pas ce souci-là. J'oriente assez
les personnes qui me suivent sont assez orientées vers mes posts que je mets régulièrement dans ce style-là. Je mets de tout, donc au bout d'un moment, ils ont l'habitude. Ils ont déjà eu cette démarche là. Oui, ils m'ont déjà demandé. Vas-y, qui l'a levé avant? Est-ce que tu es d'accord avec moi dans le fait que croyance limitante ou portante, qu'importe, croyance c'est expérience plus émotion, expérience de soi ou de l'autre, plus émotion donne une croyance. Donc tu parles de mémoire épisodique pour déterminer la croyance. Par exemple, une croyance limitante, les étrangers par exemple, voilà, peur de l'étranger, une croyance limitante, donc on ne s'ouvre pas au monde, c'est l'expérience de soi ou de quelqu'un d'autre, plus une émotion que moi j'ai mis dessus qui est donnée cette croyance. D'accord, donc tu voudrais dire on a peur de l'étranger, par exemple, si on a vécu quelque chose de Pas traumatisant. forcément vécu, la croyance de quelqu'un d'autre, hein, l'expérience de quelqu'un d'autre, tu me parles Ah, d'un voyage. d'accord, oui, c'est ce que je disais, nos Voilà. parents sont les premiers Voilà. à nous Plus transmettre ces l'émotion qu'on a croyances. mise. Et en fait, c'est l'émotion qu'on a mise qui va rendre la croyance limitante Tout à fait. portante. Lors des conférences, est-ce que Tout à tu fait. parles justement de ces émotions, parce que casser une croyance Je parle beaucoup limitante, des émotions. c'est pour casser, il faut peut-être d'abord valider une émotion. Tout à fait. Bah, si par exemple, pour revenir à la peur de l'étranger, il parle pas de l'étranger, c'est dangereux. Le fait de dire dangereux, ça émet une certaine fréquence qui est reliée à l'émotion. Donc effectivement, on n'a pas le choix en discutant normalement entre deux personnes, il n'y a plus ces émotions, puis on se rend compte sans les émotions que c'était inutile d'avoir ces peurs-là ou ce fait que ce soit dangereux. Donc effectivement, tout est relié de toute façon. Les croyances, c'est juste des mots, s'il n'y a pas l'émotion derrière, c'est comme si on veut transmettre un message, s'il n'y a pas l'émotion, ce sera pas pareil. C'est pour ça que le mot casser les croyances limitantes, je l'entends, hein, Oui, mais pour moi, casser la mathématique, donc c'est expérience plus l'émotion, c'est aussi casser l'émotion. tout à fait. Pour moi, une émotion ne doit pas être cassée, elle doit être accueillie, comprise et libérée. Casser, c'est Si on comprend que justement la croyance est finalement inutile, on se libère de l'émotion qu'on a attachée à cette croyance, donc on la libère aussi. On n'a plus peur finalement après de l'étranger, on se rend compte que finalement l'étranger c'était mauvais. Je prends l'exemple de l'étranger parce que c'est ce qui revient le plus fréquemment en conférence. Mais c'est vrai que en se libérant, on se rend compte que c'est inutile, que c'était bête peut-être d'avoir peur de l'étranger, bah, ça libère aussi, ça nous permet nous d'aller mieux et de dire voilà, finalement j'ai aucune raison d'avoir peur. Donc l'émotion part tout de suite avec. Et justement, si ça part, bah, finalement après on n'a plus peur. Tu préfères le mot accepter plutôt que de casser? je n'ai pas prononcé. Je ne prononce pas. Voilà. D'autres questions? Mais Oui. l'émotion, elle peut aussi être liée à des vraies blessures ou même à des traumatismes plus graves. Tout à Ça fait. peut être pas forcément, Tout à il y a des croyances qui sont plus de l'ordre du mental. Tout à fait, Et c'est ça là, le plus dur. en conférence, mais en fait, tu parles de conférence sur 10 heures, donc je me demandais, c'est une conférence ou plus une formation Parce qu'une conférence de 10 heures, c'est quand même un format assez particulier pour une conférence. Oui, c'est à peu près 10 heures. Je commence à 10 heures, je termine à 20 heures et à peu près une heure de repas. C'est vrai qu'il y a des gens qui vivent des traumatismes. Après, il y a aussi pas mal de gens qui vont intervenir pour témoigner sur des histoires qu'ils ont vécues où finalement, c'est pas parce qu'on a vécu une chose une fois qu'on revivra une deuxième fois. Et c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose qui était douloureux avant que ça ne nous a pas fait grandir, que c'était pas une bonne expérience aussi pour développer quelque chose en soi. Je pense, j'en suis moi personnellement certain, que chaque expérience qu'on vit, chaque événement qu'on vit, qu'il soit douloureux ou positif, n'est pas là par hasard, et est là pour nous apprendre quelque chose. Il n'est pas là pour nous apprendre à avoir peur ou à se méfier de quelqu'un, parce que finalement, par exemple, voilà, se faire agresser, c'est rare, mais se faire agresser 2 fois, c'est encore beaucoup plus rare. Donc finalement, c'est peut-être une peur irrationnelle de penser qu'on puisse se faire agresser 2 fois. C'est peut-être choquant ce que je dis, mais il y a beaucoup de peurs qui sont là, qui sont irrationnelles. Si on saute d'une falaise de 5 mètres, qu'on tombe, on se fait mal, qu'on le refait, oui, là on est bête, on est stupide. Il y a des peurs qui sont vraiment irrationnelles et irrationnelles. Il faut savoir faire la différence, il faut aussi essayer de combattre cette émotion. C'est pour ça qu'il y a des témoignages, c'est pour ça qu'on va essayer de chercher en profondeur au niveau de la personne, déjà ce qui ne va pas pour essayer de le soigner. Essayer d'avoir de la gratitude pour tout ce qui nous arrive, parce que finalement, pardonner à des agresseurs, c'est aussi s'accepter et se pardonner à soi-même. Et tout ça, ça va dans l'ensemble effectivement de la conférence, et tout au long, on monte effectivement en puissance pour terminer sur des épreuves plus difficiles. Mais pour des personnes qui sont en souffrance ou en fragilité, est-ce que c'est... non, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Est-ce que voilà, est-ce que ça peut être aussi très déstabilisant ce genre de format? Enfin, je me pose la question. J'ai
pas eu de retour. J'ai pas eu de retour négatif. J'ai pas encore eu de retour négatif. Ce format, après, il monte en douceur. D'abord, on parle des peurs, des croyances limitantes, sans trop rentrer dans le détail, puisque les exercices qui sont faits à ce moment-là sont assez faciles avant de monter dans la difficulté. Donc, on a une approche vraiment douce pour finir à la fin en éclosion, quoi. Mais c'est vraiment tout doucement. Et les gens, du coup, s'y prêtent de plus en plus. Au début, ils vont faire des choses faciles. Au début, ensuite, ce sera de plus en plus compliqué. Et c'est surtout ce qui est à la fin qui va permettre de faire tout ressortir, la rage qui est en soi. Ça va permettre de sortir tous les problèmes, tout ce qui nous fait souffrir encore aujourd'hui. Et ça va surtout sortir vers la fin. Donc les gens s'y habituent tout au long de la conférence pour ensuite sortir tout ce qui ne va pas. Parce que demander à quelqu'un ce qui ne va pas va pas forcément dire tout de suite. Et le fait de monter en douceur lui permettre de faire sortir ça plus facilement aussi. Donc c'est tout un processus. On ne peut pas tout de suite demander aux gens de voilà, t'as eu ça, et ben ça il faut que tu l'enlèves. Non, c'est pas possible, il faut vraiment, c'est tout un travail en profondeur. C'est pas une formation, parce que je me sens pas formateur, je suis pas là pour faire de l'individuel, mais c'est vrai qu'après chacun est libre, s'il a envie de toute façon de sortir une blessure qu'il a au fond de lui, il ne pourra pas le faire, que ce soit à la maison ou en conférence. Une dernière. Pour rester juste sur ça, tu penses que ce travail, par exemple, pour quelqu'un qui aura eu un véritable traumatisme ou quelque chose de vraiment douloureux dans sa vie, pourra sur ce format-là des conférences que tu proposes? J'ai des résultats sur diverses agressions, diverses choses qui leur arrivent tout au long, même agressions sexuelles, peu importe l'âge, que ce soit pendant l'adolescence, qui va créer certains traumatismes, ou encore plus jeunes, aux alentours de 5 ans. Effectivement, j'ai des témoignages, des retours qui sont extraordinaires. Après, c'est pas le plus fréquent. C'est vrai que peut-être, je fais des conférences de 80 à 90 personnes, il y a peut-être 2, 3, 4 personnes qui sont dans ce cas-là. En général, voilà, c'est pas... Tu as souvent aussi un public spécifique qui vient Tout à te voir, enfin voilà, qui savent. Ils sont déjà dans le développement personnel, plus ou moins. Du coup, ils savent déjà qu'il faut booster la confiance, qu'il faut faire tel et tel travail sur soi. Donc, effectivement, c'est plus facile aussi. Super. Attends, j'ai encore une question. Je te propose de lui poser après. Ça Non. va intéresser tout le monde. Hein. Oui, Bon, alors c'est la dernière de dernière. Ouais, tu t'es levé un matin, t'as ouvert la porte de ta chambre et t'as dit je vais être conférencier ou... Non, conférencier, c'est un rêve que j'ai toujours eu, de vouloir aider les gens en fait. C'est suite à des choses très difficiles qui me sont arrivées que j'ai pris la décision finalement de m'écouter moi. Et moi, ce que j'avais vraiment envie, c'était d'aider au maximum les gens, puisqu'on m'a aidé quand moi j'étais mal, et c'était pour moi une façon de rendre au monde, d'aider, d'essayer de changer un maximum de personnes, d'améliorer le monde. Une conférencier, c'est pas hyper commun. Tu aurais pu être médecin ou vétérinaire. Ouais, j'ai un peu de mal avec la médecine, je ne le cache pas. Je sais pas, mais... Oui, c'est vrai. Après, c'était pas mon chemin. J'aime aider beaucoup de gens. Je vois une vieille dame en train de traverser, je vais aller l'aider. Je vois un SDF qui a besoin d'un sou, je vais lui donner. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment envie d'aider un maximum de gens parce que je pense qu'on a besoin aussi des gens qui osent faire des conférences, parce que finalement, en conférence, ça touche beaucoup plus de gens. Il y a des formateurs, thérapeutes qui sont beaucoup plus dans l'individuel, à comprendre la personne, à aider la personne en profondeur. Moi, je vais essayer de donner juste des déclics pas de façon, comment dire ça. Je vais pas rester en surface, mais je vais pas totalement rentrer en individuel comme ce que font les formateurs ou thérapeutes individuels. J'aurai des méthodes qui vont pouvoir satisfaire la grande majorité en travaillant en profondeur avec la sophro, l'hypnose ou la relaxation, mais je vais pas pouvoir finalement faire d'individuel parce que c'est pas là où je suis le meilleur. Enfin, c'est juste un choix personnel. Ce sont des conférences avec combien de personnes? 20 à 50? Les premières étaient aux alentours de 20 à 40 personnes, et là j'ai une date Marseille et Paris qui arrive, on est entre 80 et 110 personnes. Super. Merci Bruno. Je vais l'applaudir. Alors avant de finir, je vais répondre à la question de Loïc sur les croyances limitantes. Je vous conseille la bande originale de Flashdance qui devrait pouvoir répondre à ça, pour ceux qui connaissent. Sinon il y a aussi Dirty Dancing, c'est à peu près ça. Voilà. Je vous remercie à tous d'être venus ici ce soir. Vous aurez l'occasion de discuter avec les 3 pitchers plus en détail à partir de maintenant, enfin à partir de quand j'aurais dit que c'est vraiment fini. Voilà, donc je vous invite à prendre un verre et à leur poser toutes les questions personnelles que vous hésitiez à leur poser devant tout le monde. Je remercie 12 de nous avoir accueillis, Karim de nous avoir filmés, et je vous invite tous à liker notre page United People Strasbourg sur Facebook, où il y aura toutes les vidéos qui vont être remises, donc
ça vous donnera l'occasion de revoir. Il y en a beaucoup qui me disent en général que le fait de revoir les vidéos après, c'est toujours intéressant pour voir des trucs qu'ils n'avaient pas forcément compris, entendu, patati patata. Voilà. Super, ben, merci à tous et bonne soirée. Et maintenant, vous avez le droit de parler avec les gens. Pardon? J'ai pas terminé. J'ai peur du voisin.